Puis, l'avez-vous checké, votre petit pamphlet dans l'enveloppe de la sac? Ils nous ont mis 7 conseils. Je ne ferai pas un vlog pour chacun. Ça marche mal avec des bottes de cow-boy sur une traque de chemin de fer. Je vais vous lire le deuxième. Anticipez les risques, particulièrement aux intersections. Faites des vérifications visuelles, balayez du regard l'environnement de conduite. Bon, ça dit ce que ça dit, mais checkez bien ça. Près de 40% des collisions mortelles impliquant une moto et une auto surviennent aux intersections, pas sur les autoroutes. Dans près de 50% de ces collisions, le conducteur de l'auto tournait à gauche. Oh! Ça marche mal. L'été passé, je roulais avec un groupe dans le bout de Bolton, Knowlton. Faut pas dire Knowlton, faut dire Knowlton. Moi, j'aime ça dire Knowlton. Puis, mais un petit bout un petit peu moins drôle, c'est qu'on roulait une bonne gang. À un moment donné, le trafic était arrêté. Il n'y avait pas de police, rien. Il y avait une moto qui était sur le côté, une auto qui était arrêtée. C'était pas joli à voir. Il y avait la tête du motocycliste sur le sol, il était inconscient, avec une mort de sang. Bon, je n'étais pas obligé de vous dire ça, mais c'est la réalité. C'est exactement ce qui est écrit dans ce pamphlet-là qui est arrivé. La moto roulait, il y avait une intersection, mais c'était sur la grande route. La moto n'avait pas d'arrêt à faire. Puis l'auto, pour n'importe quelle raison que ce soit, n'a pas vu le motocycliste. Probablement qu'il y avait d'autres motocyclistes en avant de celui qui s'est fait frapper. Des fois, quand on est en diagonale, une là puis l'autre là, l'automobiliste, lui, il voit la première, mais l'autre est en diagonale, elle est comme cachée. Il peut penser qu'il n'y en a rien qu'une, il regarde sur l'autre côté, la moto passe, il part, puis c'est probablement ça qui s'est passé. Puis ça ne me tenterait pas que ça arrive à quelqu'un que je connais, même à quelqu'un que je connais pas. Oui, ils viennent chercher de l'argent dans nos poches, la SAC, ils sont bien contents, c'est correct, mais je ne suis pas là pour faire des débats pour les dollars. Ils ont quand même sorti dans ce pamphlet-là des très bons points. Cela est touché un petit peu. La troisième, choisissez une cylindrée et un type de moto en fonction de votre expérience de conduite, de vos habiletés et de votre gabarit. Moi, je vois énormément de femmes ou de petites personnes s'informer. C'est souvent les femmes, c'est pas sexiste, c'est souvent ça qu'on voit sur Facebook, mettons. Quelle moto serait la meilleure? Je mesure 5 et 2, je suis petite, je veux être en sécurité. Moi, souvent, je vais conseiller une moto qui est petite. Pour conduire une moto qui est vraiment lourde pour la personne, ça prend une habileté extrême. Moi, je suis des cours assez régulièrement, chaque année, des formations avancées. Je ne peux pas dire que je ne suis pas habile. Puis, quand que je mets le tour pack qui est plein, avec mes poignées hautes, ma nouvelle moto qui est plus haute que mon ancienne, c'est sûr que j'ai plus de difficulté à la bouger. L'important ici, c'est pas de prouver qu'on est capable. C'est pas de prouver que je suis capable autant qu'un autre. Si tu pèses 50 livres de moins que moi, puis que tu es en frais de force, tu es capable de lever ou de forcer moins que moi, bien logiquement, tu devrais pas être aussi habile avec une moto à basse vitesse ou à l'arrêt que moi. C'est sûr qu'il y a des exceptions. Écrivez-moi pas « oui, mais moi, ma soeur, ou moi, ma mère, ou moi, sécuritairement ». Choisis la moto qui est adaptée à ta condition physique. C'est pas une question de sexisme, c'est une question de logique. Maintenant, ils disent, faites attention à votre excès de confiance. Adaptez votre conduite à vos habiletés. Là, il y a beaucoup de petits coqs qui se trouvent habiles. Que lui, c'est pas un pissou, il est vraiment bon, il est hot. D'avoir un excès de confiance, d'avoir des couilles, ça ne veut pas dire qu'on est bon. Puis d'avoir des couilles, des fois, ça peut mener à notre perte. Quand on a deux du bon diamètre, c'est correct. Soyez vigilants lorsque vous conduisez une nouvelle moto, même si vous êtes un motocycliste expérimenté. Et checkez bien ça, ça vaut la peine que j'arrête. 25% des motocyclistes impliqués dans un accident mortel étaient propriétaires de leur moto depuis moins de 3 mois. Puis dans ce 25%-là, 17% n'en étaient pas propriétaires. Fait que la gang, là, quand vous partez ensemble avec vos chums et que vous changez de bicycle, juste pour l'essayer, vous amuser, je l'ai fait en masse moi aussi dans mon passé, je le fais plus. Quand j'emprunte une moto, c'est une moto concessionnaire, puis je suis plus vigilant.
Je me suis fait peur avec des motos de mes chums, mais pourtant, le meilleur conducteur que je connaisse, c'est moi. Probablement que vous êtes dans la même position que moi. Ton bicycle, tu le connais, reste assis sur ton bicycle, puis la planète va mieux se porter. Les statistiques vont peut-être descendre. La quatrième, ayez un comportement prévisible. Évitez de faire des changements de voie subites, des accélérations brusques qui pourraient surprendre les autres usagers de la route. Dans le fond, sois clair dans tes manœuvres. Si tu ralentis, assure-toi qu'il sait que tu ralentis. Une petite anecdote. J'ai fait une vidéo qui disait de mettre les 3 roues, les sidecars, les remorques en avant quand c'était des gros groupes. Bon, l'opinion est partagée, c'est pas grave, on ne rentrera pas sur le débat. Il y a un professionnel qui me dit « T'es malade, les spiders, ça break sur un 10 cents. Le motocycliste qui a un spider puis qui a un arrêt d'urgence à faire qui break, il va faire un jeu de quilles parce qu'il va breaker assez sec que tous les autres en arrière n'ont jamais le temps de freinage que lui a, puis ils vont tous y rentrer dans le postérieur. » Mais moi, je dirais aux propriétaires de Spider que c'est pas toujours des motos qui vont te suivre. Fait que si tu as la machine qui break sur un 10 cents, puis que tu ne regardes pas en arrière, puis aussitôt qu'il y a un arrêt d'urgence, tu mets tout ce que tu peux pour arrêter sans gagner le maximum d'espace en avant que tu es capable d'aller chercher. Ben, si c'est une vanne qui est en arrière ou un char, même valeur, tu as bien beau breaker sec, tu vas avancer encore. Que tu aies une moto standard ou un Spider ou n'importe quel véhicule, quand tu freines parce qu'il y a un arrêt d'urgence en avant à faire, tu gagnes le maximum d'espace que tu peux jusqu'à l'obstacle qu'il faut que tu rejoignes. Comme ça, tu laisses le temps aux autres de te voir puis de mettre en marche leur processus de freinage, eux autres aussi. Adaptez votre vitesse en fonction de la circulation, de la chaussée, de la météo, de votre expérience de conduite et de vos habiletés. Une expérience de conduite, ce n'est pas un niveau de témérité. C'est pas ton niveau d'être « moi je suis capable ». De l'expérience, ça se mesure en temps, en kilomètres, en nombre de kilomètres, en années. Si ça fait 2 ans que tu conduis une moto, 3 ans, 4 ans, c'est encore peu d'expérience. Dans près de 40% des accidents de moto mortels, il n'y a pas d'autres véhicules impliqués. Plusieurs de ces accidents se produisent dans une courbe. La témérité du motocycliste et la vitesse sont souvent en cause. Gardez les folies pour les circuits fermés. La 7e, la 7e. Je suis tanné parce que j'ai des bottes de cow-boy, parce que je m'en vais danser. Ça marche mal. C'est une traque de chemin de fer. 7e et dernier conseil de la SAC pour nous, parce qu'ils nous aiment. Privilégier un casque protecteur intégral. Il doit être parfaitement ajusté et solidement attaché. Protégez vos yeux à l'aide d'une visière ou de lunettes de protection. Je ne sais pas si c'est légal au Québec de se promener pas de lunettes. J'embarquerai pas dans le full face puis dans tout ça. Là. Mais les lunettes, j'en vois souvent rouler pas de lunettes parce qu'ils ont une grosse vitre. Aux États-Unis, c'est illégal de se promener sans lunettes. Même s'ils sont teintés, le soir, tu es obligé d'avoir des lunettes. Vous pouvez même voir mon vidéo que j'ai faite là, avec casque ou avec pas de casque, mais jamais sans mes lunettes. Bon, je vous invite à le regarder, même si je l'ai lu un peu avec vous autres, ce petit pamphlet-là, parce que, premièrement, c'est moi et vous autres qui l'avez payé. Fait qu'avant de le mettre à récup, ben lisez-les, regardez-les, c'est à vous autres. Ils n'ont pas mis ça là-dedans pour rien. Je m'en vais en Californie, justement, avec Fly and Ride puis Mario Soulière, au printemps, là, dans quelques mois. Là. Ben, vous pouvez venir, il reste encore de la place. Informez-vous à Fly and Ride sur Facebook ou Martin Bessette, qui est le propriétaire de Fly and Ride, ou Mario Soulière sur Facebook. Vous pouvez venir avec nous autres, ou il y a plusieurs autres destinations aussi. Tout ça pour dire que la SAC va me protéger
en Californie. Avec ces petits conseils-là, je me sens protégé. Je ne suis pas obligé de les appliquer juste ici au Québec. Merci à la Société d'assurance automobile du Québec pour ces précieux conseils. C'est dans votre enveloppe. Hey, j'oubliais de vous dire, mon 100e vidéo sur la chaîne YouTube s'en vient. 100 vidéos. Ça va faire 100 vidéos que je mets sur cette chaîne YouTube-là qui essaie de vous amuser. Puis je vais essayer de vous faire un petit quelque chose de spécial.